Je ne suis pas transphobe, que je ne veux pas interdire les transitions. J'ai du plaisir, j'ai plus d'envie. Pour moi, une femme c'est une femme et une femme trans c'est une femme trans et c'est pas du tout la même chose. J'aurais vraiment voulu avoir un suivi psychologique digne de ce nom. Le psychologue me dise ce genre de choses, qui essaie de me faire m'accepter avant de changer quoi que ce soit en fait. Avec ma vaginoplastie, j'ai plus aucune libido. Il y en a, elles vont avoir des seins qui commencent à pousser, il y en a, ce sera des hanches. Nous, en tant que femmes trans, on est vraiment fantasmés, fétichisés. J'ai eu des étudiants qui venaient faire leur première fois. J'ai eu des hommes mariés en pleine construction de leur famille à 40 ans. La plupart, ils sont mariés? Les trois quarts. Hello tout le monde et bienvenue dans Carla pour toi. Aujourd'hui, je vais recevoir Carly et avant qu'on commence cet épisode, je voudrais vraiment poser un cadre clair. Ce témoignage, il n'est pas du tout là pour nier, ni juger, ni attaquer les personnes trans. Vraiment, chacun mérite d'être respecté dans son identité, dans son parcours, dans sa dignité. Ici, ce qu'on va faire, c'est juste écouter une histoire personnelle, celle d'une personne qui à 17 ans a cru que changer de corps, ça allait la sauver. Carly, elle a commencé sa transition très jeune. Pour elle, c'était une évidence. Elle avance dans le parcours médical, les hormones, les opérations, le visage, le corps, jusqu'à la vaginoplastie. Et cette opération, elle l'attendait comme une libération. Sauf qu'à son réveil, quelques heures après, il y a tout qui s'effondre. Carly, elle regrette immédiatement. Et aujourd'hui, elle dit une phrase qui est terrible, c'est qu'elle pourra jamais redevenir un homme, mais qu'elle ne sera non plus jamais une femme. Alors qu'est-ce qu'on fait quand le corps qu'on pensait être une solution devient une prison? Dans cet épisode, Carly, elle va nous raconter son enfance, son mal-être, son parcours, son regret, et surtout pourquoi elle pense qu'on a beaucoup trop banalisé des décisions qui changent une vie pour toujours. C'est pas du tout une vérité générale, c'est juste son histoire à elle. Alors restez jusqu'au bout. Et si cette interview vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment ce qui peut me permettre de continuer à faire des interviews comme celle-ci. Salut Carly. Salut Carla. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour nous raconter ton histoire. Avec plaisir. Alors Carly, s'il y a un moment où on va trop loin, si tu as besoin de faire une pause, on va aller à ton rythme. Je sais que c'est pas évident de venir livrer un témoignage comme celui-ci, donc on va faire les choses tranquillement. Ça marche. Alors, avant de rentrer dans ton histoire, je voulais aussi vraiment préciser quelque chose avec toi. Ton témoignage, c'est pas un discours politique. Tu viens absolument pas parler contre les personnes trans. Tu viens pas parler à leur place. Toi, tu viens raconter ton parcours à toi, ton regret à toi. C'est important de le dire, ça? Tout à fait. C'est très important. Parce que, en fait, moi, je l'ignorais quand tu m'as contacté pour faire cette interview, mais il y a des gens qui apparemment ont mal pris. J'ai pas trop vu quel était le bad buzz sur les réseaux. Mais apparemment, il y a des gens qui ont mal pris, on va en revenir après. Ouais. Mais toi, tu m'as bien dit que vraiment, c'était pour parler de ton parcours et que... Mais c'est ça. C'est ça. C'est juste pour parler de mon parcours et d'essayer d'en tirer des leçons pour les prochaines. Parce que je ne dis pas que toutes les personnes trans regrettent, mais il y en a. Donc c'est important, quand on se lance dans un processus aussi important, d'avoir toutes les facettes, en fait. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as pris la parole sur les réseaux? C'est ça, j'ai pris la parole sur TikTok, je crois que c'était au mois de novembre. Et tout de suite, mon compte a buzzé, j'ai fait des millions de vues, j'ai fait des milliers d'abonnés, on m'a contacté pour faire des interviews, etc. Et le problème, c'est que y a une partie de la population trans qui a mal pris mes propos. Alors oui, peut-être que des fois, je me suis peut-être mal exprimée, mais je ne suis pas influenceuse ni professionnelle. Enfin, c'est vraiment moi, mon parcours, mon discours de gens lambda. En fait, c'était un compte public, mais vraiment, je partageais mon histoire à moi et c'était pas pro. Et on t'a accusé d'être transphobe par rapport à quels propos que tu as pu tenir? Alors, je me souviens plus exactement les propos même qui ont pu être éventuellement problématiques. Par exemple, je m'en souviens de un là qui me vient en tête. C'est que pour moi, une femme c'est une femme et une femme trans c'est une femme trans et c'est pas du tout la même chose et c'est très important de le stipuler. D'accord, et c'est problématique de dire qu'une femme trans n'est pas une femme? Pour eux, mais pour moi justement c'est super important de le dire en fait parce que les mots ont un sens et les faits sont des faits. Le fait de cacher ce petit mensonge, ça peut induire en erreur plein de personnes en fait, dans plein de situations. Donc non, il n'y a pas de honte en plus à être une femme trans. Donc une femme est une femme et une trans est une femme trans. D'accord. Alors tu vas nous raconter tout ça, on va y revenir plus tard. Juste avant de revenir à ton enfance, à ta famille, à tout ce qui t'a amené vers cette transition, j'aimerais qu'on parle ensemble du moment où tout a basculé. C'est au moment où tu as fait ta vaginoplastie. C'est ça. Quand tu t'es réveillée, tu étais en salle de réveil. Est-ce que tu peux me raconter ce moment-là? Alors la salle de réveil, j'étais droguée, donc j'étais très joyeuse. Je me souviens que j'avais fait une blague aux infirmières en disant « moi aussi j'ai un vagin, je suis une fille maintenant ». Et elles avaient rigolé avec moi.
Mais c'est plutôt quelques heures après, dans ma chambre personnelle, où j'ai réalisé qu'en fait, c'était vraiment comme un voile qui tombe. J'ai réalisé qu'en fait, peu importe ce que je faisais, je ne serais jamais une femme en fait. Dans ta chambre d'hôpital? Ouais. Et tu souffrais? Enfin, tu devais être mal à ce moment-là? Oui, j'avais mal, c'est sûr. Non, mais tu devais être très mal psychologiquement parce Oui. que c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Tout à fait. C'est quelque chose vraiment que j'attendais depuis des années et que je mettais vraiment sur un piédestal. Et pour moi, c'était le truc qui allait changer ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte, une fois que je l'avais, qu'en fait, ça ne changeait pas grand-chose au final. Et je me souviens qu'une des infirmières me disait monsieur, alors qu'on était dans la section trans. Et je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais ça m'a fait tilt. Je me suis dit, enfin, après toutes ces années, toutes ces chirurgies, tous ces traitements, on me dit encore monsieur. Mais ça, c'est une grave erreur médicale dans un espace où on opère des personnes trans que de dire monsieur à quelqu'un qui vient de se faire opérer. Je trouve Ouais, que c'est moi, ça m'a super violent. choqué. Sur le coup, ça m'a choqué, quoi. Ça m'a déstabilisé. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a fait vriller. Et tu penses que c'était volontaire de sa part? Je sais pas. Je n'avais pas eu la conversation avec elle. Et donc, du coup, les médecins, les infirmiers, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu leur as fait part de ton ressenti que tu regrettais juste après l'opération? Ouais. Du coup, quelques heures après, je regrette. Donc, je me mets à paniquer, à pleurer, etc. J'appelle les infirmières. Au début, il y en a une ou deux. Et au bout d'un moment, elles appellent leurs collègues parce qu'elles ne savaient pas quoi faire. Parce que j'étais en larmes, j'étais en crise de panique, littéralement. C'est une crise de panique. Et je leur dis, je regrette, je crois que je suis allée trop loin, etc. Et je me souviens qu'une d'entre elles m'a dit une phrase qui m'a vraiment choquée. C'est qu'elle a dit, c'est drôle, c'est bizarre, c'est drôle, mais elles disent tout ça au début, au réveil. C'est choquant comme phrase. C'est très, très, très choquant. Hein. Enfin, en tout cas, quand toi tu te réveilles d'une opération qui a duré plusieurs heures, c'est pas une petite opération en plus. Je pense que le personnel aussi n'est peut-être pas formé mentalement. Pour le coup, entre les deux là, il y a un problème. Un vrai problème. Et tu ressens quoi quand elle dit ça, cette infirmière? Honnêtement, je tombe de 100 étages. Vraiment, je me tais. Je me renferme sur moi et je réfléchis beaucoup. Et je pleure. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, c'est pas grave, quand je rentre chez moi, si je regrette encore, je me suicide. Le médecin, il te dit quelque chose? Le médecin, le chirurgien. Oui. Le chirurgien me dit que c'est pas grave, c'est normal, c'est le stress, c'est une grosse étape, que ça va aller avec le temps. D'accord. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis juste à ce moment-là? Parce que tu n'avais pas eu encore le temps de découvrir ton nouveau corps. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as attendu et là tu l'as. Tu n'as même pas eu le temps encore de le découvrir. Pourquoi alors à ce moment-là tu ressens ça? Est-ce que tu as réussi à te poser la question ou c'est comme ça? C'est très compliqué à expliquer. Je pense que c'est clairement quelque chose de psychologique. C'est quelque chose que je me suis battue quasiment toute ma vie pour l'avoir. Et quand tu l'as, tu vois qu'en fait, c'est pas miraculeux en fait. Et je pense que c'est vraiment psychologique et j'aime bien dire que c'est comme un voile qui tombe. Vraiment, c'est... Tu le décides pas, tu le vois pas venir. C'est vraiment... Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton cas? Oui, il y en a plusieurs, il y en a plein. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Et depuis ma prise de parole sur les réseaux, j'ai vu vraiment qu'il y a plein de gens qui ont suivi en fait. Que ce soit en France, que ce soit au Canada, aux États-Unis. Moi, mes vidéos, je sais qu'elles ont tourné partout, quoi, en Afrique, au Canada. Il y en a eu partout, j'ai eu des messages de partout. Mais à contrario, il y a quand même des gens pour qui ça change réellement la vie. Ah bien sûr, oui. Mais c'est pas parce qu'il y a pour des gens que ça marche pas pour tout le monde. Oui. Enfin, c'est stupide de penser comme ça. Et je tiens à rajouter que pour moi, pendant 14 longues années, c'était ma solution. Je faisais partie des personnes trans pour qui ça avait changé la vie et pour qui ça avait sauvé la vie. De commencer ta transition avant la vaginoplastie? Oui. Moi, j'ai 14 ans de transition là. Et tu étais heureuse d'avoir démarré ça? Tout était... Mais oui, j'ai jamais remis en question ma transition, à part à mon réveil de ma vaginoplastie, où j'ai capté que ça allait pas être assez
Moi, je voulais être une femme. Je voulais pas être une femme trans. Et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé qu'en fait, il y a un écart monstrueux. Et tu t'étais beaucoup documentée avant, j'imagine, tu avais dû... Pas tant que ça. Pas tant que ça parce que moi, quand j'ai commencé ma transition, j'avais 17 ans. C'est pas comme maintenant. Il y avait pas autant de documents sur Internet, il n'y avait pas autant d'influenceurs, de youtubeurs, de tiktokers. T'as quel âge? Moi là j'ai 31 ans. Donc il n'y avait pas autant d'informations et en plus de ça, moi je vivais à la campagne, donc encore plus, et j'ai jamais côtoyé le milieu LGBT. Donc encore moins, tu vois. Donc j'avais pas toutes les informations que maintenant les jeunes peuvent avoir. Aujourd'hui, tu dis que tu ne pourras jamais redevenir un homme, mais que tu ne seras jamais une femme non plus. Qu'est-ce que cette phrase, elle veut dire pour toi? Elle veut dire que je suis perdue au milieu. Pour moi, c'est clair, c'est que j'étais un homme en bonne santé. J'aurais pu, avec un suivi psychologique, thérapeutique, etc., peut-être qu'on aurait pu essayer de me faire m'accepter, en fait. Et non, on n'a pas essayé de faire ça. On m'a tout de suite lancé dans une transition. Et aujourd'hui, je ne peux plus devenir un homme. On dit souvent qu'on peut faire marche arrière. C'est faux. À partir d'une vaginoplastie, tu ne peux pas faire marche arrière. Et on dit qu'on peut faire demi-tour aussi, même avec juste des hormones, mais c'est faux aussi. Les femmes qui prennent de la testostérone, leur voix sera changée pour toujours. Leur épilation, ça va être, il va falloir faire du laser. Il y a toujours des séquelles. Alors, avant de nous parler de ton parcours médical, Carly, qui t'a fait beaucoup souffrir, on va y venir, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce parcours médical. J'aimerais qu'on revienne ensemble au tout début. Ton enfance, elle ressemblait à quoi? À tout sauf une enfance. J'ai pas eu la chance de tomber dans une famille aimante et présente. Donc j'ai vraiment eu beaucoup d'homophobie, que ce soit dans ma famille mais aussi à l'école. J'ai eu des parents maltraitants, insultes, coups, menaces. Donc c'était vraiment pas une enfance toute rose, quoi. Dès tout petit, tu étais attirée par tout ce qui était rose, les jouets des filles, tout ce qui pouvait être féminin? C'est ça, oui. Je jouais avec les Barbies de ma sœur, avec les jouets de ma sœur. Et quand mes parents arrivaient, hop, je prenais le Action Man pour cacher la Barbie. Ou alors je jouais avec les deux. Mais sinon, non, je mettais les vêtements de ma sœur. Je voulais mettre les chaussures de ma mère, le maquillage de ma mère. Et je demandais à ma mère pourquoi je ne pouvais pas mettre les robes à l'école. Donc, pour répondre un peu aux gens qui pourraient être des haters et dire « Ah, c'est un choix, par exemple, de se sentir femme », c'est pas un choix. C'est quelque chose que tu as eu depuis ta naissance. C'est pas un choix que de se sentir homme ou femme. C'est un choix de commencer sa transition, ça c'est autre chose. Mais c'est pas un choix d'aimer ou de se ressentir, ça te vient, quoi. Et à quel âge tu t'es rendu compte que tu étais gay? Alors, je pense que moi et ma famille, on s'en est rendu compte très tôt. Mais entre se rendre compte et se le dire, se l'avouer et en parler, je l'ai annoncé vers mes 13 ans, moi. Ton père qui était déjà un peu homophobe? Ouais. Très. Un mec misogyne, homophobe, etc. Et du coup, il vient tout de suite, ni une ni deux. Et je me souviens, on était dans le gymnase, la directrice, moi et mon père. Et elle lui annonce comme ça, cash. Et mon père, première réaction, c'est de me taper en fait, devant la directrice de l'école, qui dit rien. C'est-à-dire te taper, il fait quoi? Ah il me tarte, il me gifle fort. C'était pas des giflettes, il était violent, mon père. Et la directrice, elle dit rien? Pas du tout. Mais en même temps, c'était une autre époque, donc peut-être que pour elle, c'était normal. Donc là, tes parents, ils comprennent officiellement que t'es gay à l'âge de 8 ans? Oui, je pense qu'ils le comprennent, ils s'en doutent, mais vu que c'est pas encore acté, vraiment nommé, ils vont essayer de mettre derrière, en croisant les doigts. Ouais. Et ensuite, quand tu rentres, qu'est-ce qui se passe à la maison? Devant la directrice de l'école, c'était que le début. Quand je suis rentrée chez moi, mon père a vraiment voulu me taper. Il m'a couru après dans toute la maison, tout autour de la table. Moi, j'ai essayé de fuir. Et à un moment donné, pour m'attraper, il a dû pousser la table contre moi, pour me bloquer contre le mur et la table, pour pouvoir m'attraper et vraiment me mettre une leçon, quoi. T'as des frères et sœurs, ta maman, ils disent rien? Non. Non, ma mère est assez soumise à mon père. Mon père est un pervers narcissique. Et
Non, ma mère dit rien. Et mes frères et sœurs non plus. Mes frères sont plutôt d'accord d'ailleurs, donc... Ouais, tes frères, ils ont eu un rôle important aussi dans ton enfance là-dessus. Ils t'ont victimisé par rapport à Un des ton deux, oui. homosexualité? Un des deux, oui. Il y en a un qui était dans sa bulle de gamer. Ouais. Donc voilà. Mais il y en a un qui était vraiment un peu le fils de mon père, quoi. Misogyne, homophobe, violent, très violent. Envers toutes ses copines, envers toutes les femmes et les homos, etc. Donc oui. Alors ton père et lui, ton père et ton frère, ils disaient souvent qu'il fallait être un bonhomme. C'était quoi pour eux être un bonhomme? Mais être un bonhomme, c'est être un bonhomme. C'est pas croiser ses jambes. C'est pas parler de manière aiguë. Ça, je le détaille vraiment dans le livre parce que c'est compliqué à expliquer. Mais c'est une attitude en fait. Et moi, quand t'es enfant, t'es pas censé peser tes mots, peser tes mouvements, peser, faire attention à tout en fait, tout calculer. À quel âge du coup tu leur annonces et tu fais ton coming out? Alors le coming out homosexuel, je l'ai fait vers l'âge de mes 13 ans à ma grande sœur, ma petite sœur et ma mère. Et ensuite, je l'ai fait plus tard parce que ma mère voulait pas qu'on le fasse tout de suite à mon père. Donc on l'a fait vers mes 14-15 ans à mon père. Et quand tu l'annonces alors aux hommes de ta famille? Bah, ça s'est passé autour d'une table. En fait, j'avais plus le choix de leur annoncer parce que je subissais vraiment beaucoup d'homophobie et de harcèlement à l'école. Je venais de changer d'école et je vais encore changer d'école 2 fois à cause de ça. Donc j'ai changé 3 fois de collège parce qu'en fait les collèges ne voulaient pas s'en occuper. Une fois, le directeur de l'école a dit à mes parents on a fait tout ce qu'on a pu, changer de collège. Mais pourquoi tu faisais quoi toi? Bah rien, j'étais juste efféminée. Et donc du coup j'étais le bouc émissaire de tout le collège. Ah oui, j'étais battue, insultée, etc. C'était quoi les paroles des autres élèves? On va te casser la gueule à la récré, on t'attend à la récré, tarlouse, pédé, etc. quoi. Et c'était tout le temps. Donc quand tu subis le harcèlement à l'école, c'est quelque chose. Mais quand tu le subis aussi à la maison, quand tu rentres, ça commence à être lourd. Et c'est là où les premières tentatives de suicide ont commencé à pointer le bout de leur nez. À quel âge? J'ai commencé mes tentatives de suicide vers mes 14 ans, je crois. Ouais. Tu voulais en finir? Non, les premières c'était plutôt des appels à l'aide. Donc je prenais des médicaments et au bout d'1 heure je le signalais. Mais c'était pas vraiment pour en finir, c'était vraiment en mode un hurlement de détresse en fait. Et là tes parents à ce moment-là ils se disent pas on risque de perdre notre enfant, faut qu'on déconne là? Bah ça c'est la réaction de parents logiques, mais j'ai pas eu des parents logiques, ni aimants. Donc non, et surtout quand tu sais que moi j'ai fait des tentatives de suicide mais très, très peu espacées. J'en ai fait une bonne dizaine entre mes 14 et mes 17 ans. Avec des médicaments à chaque fois? Ouais, avec les médicaments de ma mère. Il y a un moment, ta mère aussi, elle te dit bah j'aurais préféré au final que tu sois une petite fille plutôt qu'être un garçon qui est efféminé. Elle te dit ça? Ça, c'est quand, en fait, quand je vais lui annoncer que je suis une personne trans. Vers mes 17 ans, 17 ans et demi, bah, en gros, elle m'a dit quelque chose comme... alors déjà, j'ai une amnésie traumatique qui a été diagnostiquée, donc je me souviens des choses, mais à peu près. Ça, c'est dû à tous les traumatismes? Ouais. C'est mon psy, mes médecins qui me l'ont diagnostiqué. En fait, j'ai subi trop de choses. Donc, mon cerveau a décidé d'oublier beaucoup de choses. Et en fait, quand je lui ai annoncé que j'allais faire une transition, vers mes 17 ans, 17 ans et demi, elle me dit un truc du genre ah bah c'est mieux. Les voisins, ils vont plus voir une tarlouse en fait. Ils vont voir une femme. Et du coup, en fait, le paraître est très important pour ma famille. Et le fait de faire une transition, bah, pour eux, c'était tu passes d'un homme gay à une femme. Ok. Voilà, donc ça réglait le problème. Plus ok avec la transition qu'avec le fait d'être gay. Ouais. D'accord. C'est un raisonnement qui est bizarre, original. Puisque une transition est beaucoup plus dangereuse pour ma santé. Alors que le fait d'être juste gay, il n'y avait pas de... C'est pas logique, je trouve. Est-ce que si, pendant que tu étais jeune, on t'avait dit tu as le droit d'être un homosexuel, tu as le droit d'aimer les hommes, et c'est pas du tout un souci, est-ce que tu penses que tu aurais quand même voulu changer de sexe? C'est une très très bonne question. Et je sais pas si je peux te répondre,
Mais je pense que ça m'aurait... En fait, moi, j'aurais aimé, clairement, que on tombait dans une famille aimante qui me dise ce que tu viens de me dire. Et je pense que déjà, j'aurais pas voulu fuir mon identité de homme gay. Parce que moi, j'en avais honte. Moi, j'avais honte, par exemple, avec mon premier copain, quand on marchait dans la rue, de se tenir la main ou d'être trop proche. J'avais vraiment honte de ça, en fait. Parce que j'ai grandi dans une famille qui me faisait me sentir honteux d'être comme ça. Donc, j'aurais vraiment voulu avoir un suivi psychologique digne de ce nom et que le psychiatre, le psychologue me dise ce genre de choses et qui essaie de me faire m'accepter avant de changer quoi que ce soit en fait. C'est ton premier petit copain qui t'a parlé du fait que les transitions existaient. J'aimerais que du coup maintenant on commence un peu à rentrer dans la transition parce qu'il y a plein de choses à raconter. C'est ton premier petit copain Ouais. qui t'a parlé de ça. C'est vrai qu'à l'époque tu savais même pas que c'était possible. Ouais, alors moi j'avais très jeune, j'avais vu une star le faire et j'ai vu que ça coûtait beaucoup d'argent. Ouais. Mais j'étais très jeune. Du coup je me suis dit mais jamais j'aurai les moyens de faire ça. Et plus tard, avec mon premier copain, c'est lui qui me dit écoute, t'es très féminin. Et en plus, tu m'as dit un truc à notre premier rendez-vous qui me reste derrière la tête. Je lui ai dit par contre, moi, je suis la fille. C'était mon premier copain. Et moi, je voulais vraiment pas être le garçon. Et du coup, c'est un peu drôle de dire, avec le recul de penser à ça. Mais oui, c'est lui qui m'a dit écoute, regarde. Et du coup, il m'a montré des reportages, des interviews, etc. Donc c'est à quel moment que tu te dis c'est possible de transitionner? Bah, c'est quand mon copain de l'époque m'en parle et qu'on va voir comment ça se passe sur Internet. Et là, il y a déjà à l'époque, il y avait des youtubeurs, surtout américains, qui expliquaient bah, du coup, il faut faire ça, ça et ça. Il y avait tout un protocole, un cheminement. Et du coup, bah, je vois qu'il faut aller au planning familial pour commencer. Donc, j'enchaîne les rendez-vous en fait. À ce moment-là, toi tu fais quoi? Tu fais tes études encore? Non, j'avais commencé une formation en CAP vente. Ok. Non, coiffure, pardon, CAP coiffure. Mhm. Après, j'ai fait vente. CAP coiffure, et en fait, quand j'ai commencé ma transition, j'ai décidé de l'arrêter. Parce qu'en fait, c'était une autre époque. Et je voulais surtout pas subir encore le harcèlement que j'avais subi au collège. Et donc, en fait, j'ai décidé de m'isoler, de faire ma transition, au moins pour avoir un passing correct, et ensuite reprendre ma vie. Quand tu commences ta transition, tu regardes les prix, combien ça coûte Eh ben oui, mais non, parce que j'apprends très vite que c'est pris en charge. à En 100%? France, quasiment à 100%. En fait, quand tu es en France et que tu fais une demande d'ALD, Mhm. affection longue durée, et que tu fais ça dans le public, tout est pris en charge quasiment. Et ça coûte combien en moyenne une transition complète? Complète, il y en a pour plus de 100 000 euros. Ça, Plus de c'est 100 000 sûr. euros? Ah oui, c'est sûr. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que je ne veux pas attiser la haine, mais qu'une femme trans, quand elle fait une augmentation mammaire, elle n'en fait pas qu'une. Déjà, Pourquoi? il faut le faire tous les 10 ans. Oui. La vaginoplastie, c'est pareil. Une femme trans, quand elle fait une vaginoplastie, elle n'en fait pas qu'une. Parce qu'il y a toujours des retouches, il y a toujours des... refaire la calvité, refaire les lèvres. En fait, ça coûte très cher. Je voudrais qu'on parle un peu de ton parcours médical. Tu as eu un suivi psychologique avant de démarrer ta transition? Oui, à l'époque, c'était obligatoire. Maintenant, non. Et c'est une des raisons pour laquelle je prends la parole publiquement, c'est qu'il faut absolument rétablir ça. À l'époque, c'était obligatoire 2 ans. Mais malheureusement, c'était mal fait quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon suivi avec un psy qui n'y connaissait rien du tout en transition. Et c'est là le problème. Il faudrait réobliger les personnes Rendre à obligatoire à rendre nouveau? obligatoire le suivi psychologique avant de commencer une transition, mais aussi sélectionner les médecins avec qui le faire. Parce que moi, on parlait de la pluie, du beau temps, on parlait de tout, de rien, qu'est-ce que j'avais fait le week-end dernier. Donc en fait, le suivi psychologique que tu faisais avant ta transition, on parlait tout sauf de ta transition, c'est ça? Quasiment, ouais. Et donc c'était pas utile? Bah non. Et c'est peut-être pour ça que j'en suis là. Et donc t'en veux au psychologue? Oui. Tu lui dirais quoi là s'il nous regarde? Bah, change de métier. Non mais clairement. Qu'est-ce que tu as subi à cause de lui? C'est quoi ta souffrance à cause de lui? J'ai subi une transition de genre, avec toutes ces chirurgies, avec tout ce harcèlement, cette transphobie, etc. Ça se trouve, si j'avais eu un bon psychologue formé, il m'aurait peut-être décelé déjà ma dépression chronique, mon borderline, et déjà ça aurait dû alerter
le psychologue. Et il aurait peut-être pu aussi creuser un peu plus, en fait, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus, pour voir que j'avais été battue, traumatisée toute ma vie, et que du coup, il y a peut-être sûrement des trucs, peut-être une fuite du petit garçon homosexuel qui a honte de lui et qui est dégoûté par lui et son homosexualité, qui veut peut-être juste devenir une femme. Aujourd'hui, si tu veux faire une transition en 2026, c'est quoi le chemin? Il y a plus de 2 ans de psy? C'est horrible. Moi, je trouve que c'est vraiment un des plus gros problèmes qu'il faut absolument régler très vite. C'est qu'aujourd'hui, mon voisin Michael, j'aime bien prendre cet exemple, mon voisin Michael... Tu m'as dit pareil au tel. Ouais. Mon voisin Michael, s'il veut commencer une transition, il vient, il me dit « Ah, je veux commencer une transition ». Et ben moi, sur les forums, sur les Facebook, etc., nous, on se passe les numéros des médecins trans-friendly, etc. Ben, je vais lui donner le numéro et il va avoir rendez-vous dans 2 jours avec un médecin. Et le médecin, et lui, il va lui dire « Ah, ben, je souffre de dysphorie, nanana, tout le pitch ». Et qu'on lui aura dit, hein, et puis qu'il aura vu sur les vidéos YouTube, etc. Et il aura une ordonnance d'hormones cash, direct, sans aucun rendez-vous psychologique. Vous avez des pitchs déjà prêts? Pas forcément des pitchs déjà prêts, mais on sait quoi dire et on se le dit. Faut dire quoi? Ben, il faut dire quand on est jeune, on mettait des vêtements de filles, qu'on jouait à la Barbie, qu'on est dégoûté par notre organe génital, que tout ça, quoi. Ok, et alors donc tu disais il y a des médecins qui sont trans-friendly. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ben, les médecins trans-friendly, c'est les médecins qui sont pour les transitions. Ça, c'est un fait, ok, il n'y a pas de souci à être pour les transitions, mais c'est les pour, les plus. C'est-à-dire? Qui, en fait, ils ne remettent pas en question. Tu dis que tu es trans, ok, tu es trans. Ok. Mais quand tu as 14 ans et que tu es battu, violé, insulté, etc., il faut quand même avoir un médecin qui sache vraiment si c'est vraiment le cas, si c'est pas une fuite, si c'est pas un effet de mode, parce que ça existe aussi. Alors, j'aimerais qu'on reprenne à ton parcours médical, parce qu'on s'est un peu étalé sur tous les sujets. Je voudrais qu'on commence par les hormones déjà. C'est quoi le traitement qu'on t'a donné au début? Alors, moi, à l'époque, c'est pas comme maintenant. Déjà, ils ont fait une erreur. C'est que, en fait, moi, pendant une bonne année, j'ai été sous Androcur. L'Androcur, aujourd'hui, ben, c'est plus prescrit, hein, parce qu'il y a eu des problèmes de méningiome, etc. Et en fait, à l'époque, moi, ils avaient juste donné de l'Androcur pendant 1 an. Androcur, c'est des hormones féminines? Non, c'est un bloqueur de testostérone. Ok. Donc moi, pendant 1 an, j'avais ni hormones féminines, ni hormones masculines. D'accord. Et tu le ressens comment ça dans le corps? Ah bah, grosse dépression, pétage de plomb H24. Enfin, les hormones, ça fait tourner ton corps, donc c'est super important. Donc moi déjà, on a commencé avec 1 an d'Androcur, grosse dose d'Androcur, donc vraiment dépression et donc du coup antidépresseurs, etc. Et ensuite, on a commencé les hormones oestrogènes en parallèle de l'Androcur. Et alors, les oestrogènes, ça fait quoi? Tu ressens quoi? Bah, ça dépend ça dépend chacun. Il y en a, elles vont avoir des seins qui commencent à pousser. Il y en a, ce sera des hanches. Il y en a, ce sera une peau plus lisse. On n'a pas toutes les mêmes effets. Et il y en a, elles ont tout. Et il y en a, elles n'ont pas tout. Donc, ça, c'était quoi? moi, j'avais pas beaucoup de tototes. C'était pas, ça n'a pas poussé. Moi, j'avais une police. Et j'étais à fleur de peau. Avant d'arriver à ton opération finale, ta vaginoplastie, il y a aussi une partie qui est très importante dans ton histoire. J'aimerais qu'on parle de ton rapport aux hommes, au désir, au regard masculin et à la prostitution. Toi, tu m'as dit que tu as commencé très jeune à te prostituer, à 14 ans. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as découvert la prostitution à 14 ans? Alors, j'ai pas commencé la prostitution comme ça à 14 ans. En fait, à 14 ans, j'étais un petit garçon gay et je me posais plein de questions. Donc je voulais découvrir ma sexualité, c'est là où tu commences à te poser des questions. Donc du coup, j'avais un ordinateur et je me suis inscrite sur un site de rencontre pour adultes, gays en fait. Et donc j'avais menti sur mon âge à l'inscription, mais par contre, je le disais en message aux garçons. Et je peux vous dire que ça plaît beaucoup, les petits garçons. C'est-à-dire? Ah ben, il y a beaucoup de... Ça plaît beaucoup les petits garçons, même chez les homosexuels. Enfin, moi, j'étais un des profils les plus regardés du site.
Tu veux dire qu'il y a beaucoup de pédophiles? De mon expérience, oui. Il y a beaucoup de pédophilie. Enfin, et puis on en parle en plus beaucoup en ce moment. Oui. Et après, je pense que c'est pas que chez les gays, mais je pense qu'il Ah y oui, a juste non. beaucoup de pédophilie de Ah oui, base, de base, bien sûr. juste chez les hommes de Tout à manière fait. générale. Qu'est-ce que tu découvres sur ces sites? Ben, ma sexualité. Donc, déjà, je voulais découvrir ma sexualité, mais il y avait aussi mon côté dépressif qui parle. Je voulais vraiment me mettre en danger. Moi, je voulais me faire agresser, je voulais me faire tuer, en fait. Je me mettais en danger volontairement. Je passais par la fenêtre de ma chambre la nuit pour aller voir des inconnus majeurs, des hommes de 30, 35, 40 ans, alors que j'en avais 14. Donc, je voulais me mettre en danger pour justement me mettre en danger. Pourquoi vouloir te mettre en danger? Parce que j'arrivais pas à me suicider moi-même. Donc, peut-être que j'aurais la chance. C'était ça, je voulais me faire du mal, en fait. Ça te faisait du bien de te faire du mal? Ah, bonne question. Je sais pas, mais je voulais prendre le risque d'avoir une mauvaise rencontre et de mettre fin à ma vie, en fait. Parce que même à cet âge-là, elle était déjà lourde. Et à quel moment tu découvres que tu peux te prostituer? Quand tu as tous les mecs du site qui te parlent et que du coup tu as des demandes tout le temps, tous les jours. Il y en a, ils font 4, 5, 6 heures de route pour te voir. Donc moi, je suis un petit garçon. En plus de ça, ma famille ne me soutient pas. Donc j'ai pas d'argent de poche, je peux pas m'acheter, je commence à avoir 14, 15 ans, je veux m'acheter des trucs. Et ma mère et mes parents ne me le payent pas. Donc du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Très peu, hein. Ça a pas duré longtemps. Tes parents, ils remarquent rien? Si. Ah si, très vite, ils s'en rendent compte que je pars quasiment tous les soirs par la fenêtre de ma chambre pour aller voir des hommes majeurs. Et comment ils le savent? Ils disent rien? Ils s'en foutent? Ils s'en tapent. Au début, c'était en mode et très vite, c'est passé à autre chose. Et plus tard, j'ai un de mes psychiatres qui a nommé ça, c'est de l'inassistance en personne en danger. J'avais 14 ans. Et mes parents savaient que j'allais voir des hommes de 40 ans, mariés. Comment ils savaient? Parce que je leur ai dit. Et ils me demandaient, tu vas où le soir? Tu leur as dit quoi? Et il y a une fois, on m'a suivi aussi. Ils ont vu que je montais dans des voitures. Mais qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit, cash. En même temps, la relation que j'avais avec mes parents, c'était insulte et violence. Moi, là, à cet âge-là, je commence ma crise d'adolescence. Donc, ils m'envoient des pics, je leur en envoie, tu vois. Et après, avec l'âge, quand je vais avoir 16 ans, là, je peux me défendre face à mon père. Donc, c'est plus des bagarres. Je me défends. Et ces hommes-là, du coup, ils te payaient à 14 ans? Alors, pas tout le temps, c'était vraiment quand j'avais besoin d'un jeu vidéo, un truc comme ça, je demandais un billet, mais c'était pas systématique et tout. Du coup, il y a un jour où tu te dis que tu vas te lancer sur les plateformes privées. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 21 ans, je crois, et c'est pas très connu à l'époque, hein. Ok. Vraiment pas. C'était à quoi, il y a 10 ans alors? Oui, attendez, oui, ouais, c'est ça, il y a 10 ans. Donc à l'époque, c'est Mime, OnlyFans et tout, c'était vraiment pas connu, quoi. Aujourd'hui, tout le monde est dessus quasiment, mais à l'époque, non, c'était vraiment pas connu. Et en fait, ça a commencé par une collègue au boulot qui me propose un shooting photo. Et du coup, moi, j'accepte, je trouve ça cool. Et finalement, elle adore le résultat et elle dit ce serait bien qu'on le poste sur Instagram et tout. Et au début, je veux pas parce que moi, je suis pas réseaux sociaux et tout, j'avais même pas Instagram. Donc du coup, au bout d'un moment, quelques jours, quelques semaines, j'accepte, je crée un compte, je partage et là, j'ai plein de photographes qui me contactent, plein d'abonnés, ça marche plutôt bien. Et du coup, je fais plein de shootings photos. Et au bout d'un moment, j'entends parler mime et tout, c'est quasiment ce que tu fais et t'es payé en fait. Parce que moi je faisais des shootings photos de boudoir, donc c'était en lingerie. Et en fait, c'était quasiment la même chose et t'étais payé. Ouais. Donc là, tu te lances sur les plateformes privées et tu m'as expliqué que les femmes trans, c'est les fantasmes de beaucoup, beaucoup d'hommes. Ouais. Tu peux m'expliquer ça? Ça c'est oui, les gens n'y croient pas, mais en fait c'est une manière d'assouvir leur envie gay, mais sans être gay. Tu gagnais combien à ce moment-là? Je gagnais pas mal. Combien? Je me souviens plus exactement, mais c'était ça dépend. Au plus tu as d'abonnés, au plus tu gagnes. Tu peux nous donner une fourchette de prix?
Entre 1000 et 3000 sur Mime. Par mois? Oui. Ok. À quel moment, du coup, tu bascules vers l'escorting? Euh, En fait, ça s'est fait petit à petit. Déjà, quand tu es sur Mime, que tu fais du boudoir, lingerie, mais ensuite que tu fais, du coup, tu fais un peu plus. Tu fais du sans lingerie, et ensuite, après, tu fais du porno sur ton Mime. En fait, c'est toujours les Évidemment. abonnés demandent de plus en plus, en fait. Donc, au début, tu fais de la lingerie, puis du nu, et puis ensuite, il y a des hommes avec toi sur les vidéos, etc. Et en fait, au bout d'un moment, c'est les photographes, ils me disaient, t'as tout pour, t'es trop belle. Bon, à l'époque, j'étais beaucoup plus féminine et tout, j'avais les cheveux longs, etc. Et du coup, on me disait tout le temps, mais toi, tu devrais te refaire escorte, tu vas cartonner, etc., etc. Donc déjà, la graine était plantée. Et à un moment donné, je prends le métro pour aller me faire tatouer chez mon tatoueur. Et on me vole ma carte bleue. J'ai une Roumaine qui me pique mon portefeuille et qui vide mon compte bancaire. Et en fait, A plus B. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Mets une annonce sur un site d'escorte. Tu écris quoi? Jeune femme trans, lyonnaise, j'étais à Lyon. Recherche, moment, enfin voilà quoi. Et alors là, il y a des gens qui t'écrivent? Mon téléphone sonne toutes les 2 minutes. Parce qu'en plus de ça, alors les femmes trans, c'est demandé, mais les femmes trans françaises sur les sites de rencontres, c'est plutôt rare en fait. Aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, il y a 10 ans, c'était vraiment quelque chose de rare et tout le monde me le disait, tous les clients me le disaient, il n'y en a pas beaucoup des femmes trans françaises escortes. Et du coup, oui, c'était un carton quoi. Donc là, tu es la star du site. Ouais, clairement. Clairement. C'est ouf, tu es le fantasme de tous les hommes. Peut-être pas tous, hein. Non, mais parce que tu m'as expliqué que quand ils venaient te voir, et c'était limite s'ils avaient vu Oui. Dieu. En fait, je veux faire la différence entre les femmes biologiques comme toi et les femmes trans comme moi qui font de la prostitution. C'est pas la même clientèle, c'est pas la même ambiance. Parce qu'en fait, nous, en tant que femmes trans, on est vraiment fantasmés, fétichisés. Et moi, les hommes qui venaient me voir tremblaient devant moi. Ils me demandaient s'ils pouvaient poser la main sur moi. C'était vraiment leur fantasme absolu qui était devant eux, en fait. Et ils en ont rêvé pendant des années, en fait. Et vraiment, c'était lunaire. C'était vraiment lunaire. Tu te sentais importante? Ouais, j'étais tellement narcissique à cette époque. Mais en même temps, quand tu vis dans un milieu comme ça, tu prends vite la grosse tête. C'est fou. Ils te donnaient confiance en toi finalement, ces Mais clients-là. tellement, mais tellement. C'était un boost d'ego fou. C'est incroyable. Et c'est quoi le profil de ces hommes? Franchement, j'ai eu tout. J'ai eu des étudiants qui venaient faire leur première fois, j'ai eu des avocats de 50 ans, j'ai eu des hommes mariés en pleine construction de leur famille à 40 ans, j'ai eu tout. J'ai eu tout. La plupart, ils sont mariés? Les 3 quarts. Et il y en avait qui venaient aussi pas que pour des relations, Ouais. ils venaient aussi pour discuter. Oui. Alors, c'était pas non plus la majorité, mais oui, il y en a, ils voulaient juste me sortir au restaurant étoilé ou juste venir discuter avec moi. Ou il y en a, ils me demandaient aussi, alors ça je l'ai pas fait, mais il y en a, ils voulaient que je les maquille, que je les féminise en fait. Sûrement des hommes qui n'osaient pas commencer leur transition. C'est fou. Mm. Ils étaient masculins? Oui, c'était des hommes Ouais. mariés, avec des enfants et tout. Et je pense que cette demande-là, c'était vraiment pour les hommes qui avaient construit leur vie d'hommes mariés, hétéros, avec des enfants, mais qui du coup étaient bloqués et qui ne pouvaient pas commencer leur transition. C'est fou ça. Ouais. Il y avait pas mal de demandes là-dessus. Et eux, ils cherchaient pas du tout à avoir de relation avec toi? Ou si aussi? Alors, je ne l'ai pas fait, mais non, vraiment, la première demande, c'était vraiment maquille-moi, habille-moi. Voilà. C'est dingue. Ok. Et c'était les clients, ils te donnaient combien par fois que tu les voyais? Ça dépendait, mais en général, moi, je demandais 200-250 euros. Il y a aussi la drogue, les milieux libertins, les soirées. Tu tombes dans ce milieu-là aussi? Ouais, c'est ça. En fait, un jour, j'ai un gars, un plan d'un soir, qui me dit tiens, j'ai envie de sortir. Et moi, je suis plutôt ouverte, hein, en même temps, je suis dans le milieu escorting, mime, etc. Et en fait, il me propose de m'amener dans un sauna libertin.
Et en fait, j'ai adoré. C'est quoi? Un sauna libertin, en fait, c'est un bar où il y a un sauna, un hammam, jacuzzi, piscine, et à l'étage, il y a des pièces fermées. Et en fait, moi, j'ai vraiment adoré l'ambiance. Les gens, il y a beaucoup d'idées reçues, mais en fait, c'est très propre. Les gens sont vraiment open, ils jugent pas, ils sont là pour se détendre. Il y a de tous les milieux. Et moi, j'ai vraiment adoré. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombée dans le milieu. Et du coup, j'ai fait plein de rencontres, des amis, des connaissances, etc. Et à force de sortir, dans ce milieu, il y a beaucoup de drogue. Et quand tu es une jolie fille, la drogue, elle est gratuite. Et tout le monde t'en propose, en fait. Et pareil, là-bas, en tant que femme trans, t'étais starisée, t'étais la star du lieu? Ouais. Surtout au début, il y a 10 ans, il n'y en avait pas en fait. Et je me souviens même que dans le sauna, le fameux sauna où je suis allée la première fois, c'était interdit d'être trans. Et, les trans n'étaient pas acceptés en fait. Et moi, je ne savais pas. Donc moi, je suis arrivée en mode on est en couple. J'ai pas dit que j'étais trans en fait. Et du coup, je suis rentrée. Et en fait, ils ont vu que je faisais un carton auprès des mecs. Et du coup, le gars, le propriétaire, il a dit bon, finalement, toi, tu peux rentrer. Mais après, par la suite, ça s'est démocratisé et là, c'était ouvert à toutes les personnes trans. Et du coup, on te proposait plein de trucs? J'étais le bonbon sucré dans le saladier de pastilles à la menthe pour eux. J'étais la femme trans, quoi. Oui, je faisais plutôt fureur, ouais. Tu m'as dit qu'on t'offrait du champagne. Ouais. Bah oui, on pouvait m'offrir des bouteilles parce que je dansais sur la barre ou ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est un autre monde. Et cette période où tu t'es prostituée, ça a changé quoi à ton rapport à la sexualité? Ça me l'a détruite. Parce que moi, sur le coup, je pensais que ça allait. J'étais volontaire. Enfin, j'avais une grosse libido, il n'y avait pas de problème. Et en fait, avec le recul, avec les années, je me rends compte que ça m'a déformé mon désir. Par exemple, le fait d'être payé, c'était quelque chose qui me procurait énormément de plaisir. Ça me donnait 50% de mon plaisir en fait. Et là, aujourd'hui que je suis plus prostituée, alors déjà aujourd'hui j'ai plus de libido et puis j'aurai ma vaginoplastie que je regrette, etc. Mais le fait d'être payé, c'est vraiment, c'est resté en fait. C'est quelque chose qui m'excite. Et ça, c'était pas quelque chose que j'avais avant ça en fait. Et maintenant, le fait de ne plus être payé dans tes relations, c'est un truc ça t'enlève du plaisir? Ça m'enlève de l'excitation, ouais. Ça m'enlève du désir, ça me motive moi en fait. C'est vraiment comme une déformation professionnelle. Et comment t'expliques que d'être payé, ça t'excite autant? Ça, c'est un truc assez commun, hein. J'ai souvent entendu ce genre, le fantasme d'être payé. Et puis, c'est aussi au-delà, si le gars il paye, c'est que vraiment il te kiffe en fait. Donc, c'est le fait d'être payé, mais c'est aussi une preuve que le gars il te kiffe en fait. Donc, c'est un peu les deux. C'est fou. Ouais. Ça te donne un boost de confiance en toi. Mm. C'est incroyable. Clairement. Alors, je voudrais qu'on parle de tes premières opérations. Ça a été quoi la première opération? L'augmentation mammaire. Ok. Ça s'est bien passé? Oui, très bien même. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu as eu peur de modifier ton corps pour toujours ou à ce moment-là, tout va bien, tu es heureuse? Tu es hyper heureuse à ce moment-là? Super heureuse, go, on fait la transition au plus vite, j'adore, tout va mieux. C'est super. Ouais. Donc à ce moment-là, tu es bien. Ensuite, on te propose une féminisation du visage. C'est ça. Tu peux me raconter? Oui, du coup, c'était la suite logique. Donc on me propose une féminisation du visage, je vais voir le chirurgien. Au début, je lui dis que je veux ça et ça, et finalement il rajoute ça, ça et ça et ça, en me disant c'est pris en charge, t'inquiète. Et donc du coup, au final, j'en ai eu de ma poche, j'en ai eu pour 7 000 €, parce qu'en fait j'ai rajouté, moi j'ai fait un BBL, j'ai fait une rhinoplastie, donc la BBL c'était pas pris en charge, la rhinoplastie c'était pas pris en charge, et il y avait une ou deux autres choses qui n'étaient pas prises en charge. Là, sur ton visage, il y a quoi qui a été fait? Tout. Mais c'était vraiment une exigence que j'avais. Moi, je voulais vraiment un truc très naturel. Je voulais juste féminiser légèrement mon visage. Je voulais pas que
ressembler à quelqu'un qui a fait de la chirurgie en fait. En tout cas, c'est réussi parce que tu n'as pas l'air d'être toute refaite et tu es très belle. Merci, vraiment. c'est gentil. Je pense vraiment. Mais du coup, oui, tout est fait, tout est refait. Tout est refait. Quasiment, ouais. Ok. Tout ce qui est sur ton visage. Tu veux que je te montre? Vas-y. Du coup, on a ouvert, il a ouvert à l'intérieur de ma bouche pour polir les angles de la mâchoire. Il a aussi augmenté la taille du menton. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les pommettes, il a fait le nez, il a fait les cernes, il a fait les arcades sourcilières. Donc il a ouvert de là, ça passe dans les cheveux et ça s'arrête là, au niveau des tatouages en fait. Et en fait, pour abaisser la peau, vraiment. Et je trouve que c'est important d'imager en fait, parce que moi je m'en étais pas rendu compte avant. En fait, il a abaissé la peau, la chair de mon visage pour polir les arcades. Et puis pour faire un lifting aussi. Donc il y a pas mal de choses. Tout ça, tu le regrettes? Oui, puisque moi j'aurais préféré. Je peux pas être sûr à 100% si j'aurais préféré rester un homme gay. Je peux pas savoir à 100% puisque je l'ai pas vécu. Mais je pense que j'aurais voulu essayer qu'on m'accorde le temps et l'aide pour m'accepter en tant qu'homme gay en fait. À quel moment tu réalises que ton visage ne sera plus jamais le même? Quand tu te réveilles à l'hôpital et que tu vois que, en plus au début tu es déformé de partout, enfin c'est gonflé partout, c'est à ce moment-là que tu te dis ce sera pas le même, ce sera plus le même, mais en même temps c'est ce que tu veux, donc c'est super. Donc ça va, c'est juste que c'est ton identité le visage, donc il faut quand même quelques mois pour t'y faire. Il y a eu un moment où tu te reconnaissais plus, tu disais c'est pas moi? Ouais, au début, il y a les hématomes, c'est plus gonflé. Les pommettes, c'est pas le résultat final, c'est 3 fois le résultat final. Donc au début, oui, ça se voit fort. Alors que moi, je voulais quelque chose de soft. Donc, T'as l'impression que c'est plutôt un engrenage plutôt qu'un choix libre? c'est-à-dire? T'as l'impression que plus tu fais une opération, plus tu as envie d'en faire une autre, plutôt que juste de base, je veux ça, tu vois? Complètement. Et là, aujourd'hui, j'ai arrêté parce que je suis plus dans l'escorting et que je peux plus me le permettre. Mais oui, t'en veux toujours plus. Pourquoi t'as arrêté l'escorting? Alors, pour plusieurs raisons. J'avais envie de passer à autre chose. En fait, je voulais vraiment une vie beaucoup plus posée, plus calme et je voulais me mettre en couple. 2, avec ma vaginoplastie, j'ai plus aucune libido. Alors que j'avais une libido, comme on dit, de cheval. À l'époque, j'avais une libido de mec en fait. J'avais encore mon appareil génital d'homme et donc du coup la testostérone. Et là aujourd'hui, j'ai plus tout ça. T'as plus de sensations? Ah si, j'ai encore des sensations, tout est fonctionnel, tout est très bien fait. Le chirurgien a dit que c'était un très beau résultat. D'accord, mais t'as plus de plaisir? Non, j'ai du plaisir, j'ai plus d'envie. D'accord. Donc c'est la libido le problème? Ouais. Mais si ton mental allait bien, tu pourrais avoir du plaisir? Je suis pas sûre que ce soit lié à 100% au mental, le désir. Mais oui, là, une fois ça m'arrive tous les 6 mois d'avoir un rapport et ça fonctionne et il n'y a pas de souci. T'as quelqu'un dans ta vie? Non. Non? Alors, je voudrais qu'on parle justement de ta vaginoplastie. Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, qu'est-ce que c'est qu'un néovagin? Un néovagin, en fait, il y a plusieurs techniques, mais celle que moi j'ai subie, c'est qu'en fait, ils vont transformer ton pénis en néovagin. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont creuser, ils vont couper, écarter, pour ensuite utiliser la peau du pénis à l'intérieur pour faire la calvité. Et en fait, ensuite, tu dois entretenir toute ta vie avec des dilatations pour pas que la plaie se referme en fait. C'est quoi des dilatations? Les dilatations, c'est un dilatateur, donc c'est comme une sorte, ça ressemble à un sextoy mais c'est pas un sextoy, c'est quelque chose en plastique très dur que tu dois enfoncer quotidiennement tout au fond pour garder la calvité large et profonde. Donc tous les jours tu dois utiliser des dilatateurs dans ton vagin pour que ça reste un vagin? Dans mon néovagin pour que ça reste un néovagin. Mais du coup, au début, oui, c'est tous les jours. Au début, c'est 4 fois par jour, 1 heure. Donc 4 heures par jour. Et après, ça prend 4 heures par jour? Les premières, oui. Ah, au début? Oui. Pas tous les jours, là, non. Actuellement, c'est combien de temps? Ah là, moi, j'ai complètement abandonné. Ah, d'accord. Ah, j'ai abandonné au bout de 3 mois de dilatation.
Et qu'est-ce que ça fait? J'applaudis toutes les personnes trans qui réussissent leur dilatation. Moi, Ok. je vivais ça comme un viol. C'était pas possible. Ça fait mal? Ça fait mal, c'est froid, c'est 4 heures par jour. Je voudrais qu'on parle un peu de ta santé mentale. Tu dis que depuis cette opération, tu survis plus que tu vis. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà, j'ai envie de mourir depuis l'âge de mes 10 ans. Donc maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, encore plus. Là, aujourd'hui, j'ai mes diagnostics de dépression chronique, borderline, anxiété sociale, troubles de l'identité, on dirait une liste de courses, quoi. Donc ça commence à faire. Donc au quotidien, c'est pas facile, surtout quand tu as été amputé, que ta vie sexuelle avant c'était un peu un exutoire, c'est un moyen d'expression comme un autre en soi. Et aujourd'hui, c'est plus accessible. Tu vois des psys? Non, j'ai abandonné, j'en ai vu, mais ils savent pas quoi faire en fait. J'ai eu 5 médecins qui m'ont dit je ne sais pas quoi faire. 5. Psychologues et psychiatres. Tu penses que tout ça, ça vient juste du fait que tes parents n'aient pas accepté ton orientation sexuelle? Je trouve que c'est trop gros de mettre tout sur ça, mais ça en fait partie. Qu'est-ce qui te tient encore debout aujourd'hui? Le livre. Alors justement, ouais, tu es en train d'écrire un livre qui est en train d'être finalisé, où tu racontes toute ton histoire. On mettra le lien d'ailleurs dans la description. C'est gentil. Et pourquoi ça fait vraiment du bien d'écrire, de raconter son histoire? C'est vraiment thérapeutique. Et il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est vraiment thérapeutique. Et surtout que j'ai la chance d'avoir une personne à l'écoute, aimable, aimante, vraiment. La personne qui écrit, qui écrit le livre avec moi, la romancière. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai eu envie d'écrire ce livre suite à ma prise de parole et suite à la survie de ma dernière tentative de suicide, qui, elle, était vraiment une tentative de suicide et pas un appel à l'aide, où les médecins ont dit que j'étais censée ne pas revenir. Ils ont dit à ma famille, à mes amis, elle ne reviendra pas ou alors elle sera pas là, hein, elle sera un légume. Et je suis revenue sans aucune séquelle. Je trouve que c'est un signe en fait. C'est un signe qu'il faut que tu vives. Hein. Peut-être, mais moi je préfère le prendre comme c'est un signe pour utiliser tout ce que tu as vécu pour aider les autres en fait. Alors justement, tu veux aider les autres. Qu'est-ce qu'il y a dans ton discours? C'est quoi le mot que tu veux vraiment faire passer aux gens? Mais que je ne suis pas transphobe, que je ne veux pas interdire les transitions et que les personnes trans heureuses, c'est super, vraiment, mais c'est tellement difficile d'être heureux aujourd'hui que vraiment c'est super. Juste, il faut faire attention aux autres. C'est pas parce que y a plus de personnes trans qui sont heureux que d'autres qui regrettent qu'il faut pas prendre en compte les gens qui regrettent. C'est important. Ça détruit des vies en fait. Alors c'est quoi qui leur a tant dérangé dans ton discours aux gens qui t'ont attaqué sur les réseaux? Je pense que c'est la peur. Elles ont eu peur, il et elles ont eu peur qu'avec mon discours, de personnes qui regrettent, on leur retire des droits. Je pense que c'est ça. Ouais. Avec Trump, avec tout ça, je pense que oui, c'est ça. Je comprends. Bah, tu peux les comprendre? Ah oui, mais complètement. 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 Mais il ne faut pas me faire taire, ni faire taire les autres qui regrettent. Merci beaucoup, Carly, c'était super intéressant. J'espère que ça pourra aider des gens. Moi aussi. J'espère que aussi ça pourra faire comprendre aux gens qui t'ont critiqué quand tu as parlé sur les réseaux ton vrai témoignage. J'espère qu'ils vont comprendre que tu n'as absolument aucun problème avec la cause trans, avec la cause pour les trans. Tu as un petit message à faire passer aux haters? Paix et amour, merci de m'avoir écouté, de laisser une chance à mon livre. Pour rappel, le livre s'appelle « Certaines blessures ne se referment pas ». Il est déjà en précommande, vous pouvez le précommander sur internet, on va vous mettre le lien de la précommande juste en dessous. Merci beaucoup. Ce témoignage, il ne doit vraiment pas servir à juger toute une communauté, mais il oblige à poser une petite question. Est-ce qu'on prend peut-être assez le temps d'écouter la souffrance avant d'accompagner quelqu'un vers des choix irréversibles? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je compte vraiment sur vous pour que l'échange reste respectueux. Et si vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui me permet de continuer à faire des échanges comme celui-ci.